Eh bien nous voilà, c'est le grand jour pour Intel, la sortie de tous leurs nouveaux processeurs, les Core Ultra et plus les i, on va en reparler. Je vais commencer avec la vidéo, la première ça va être avec l'U9, la semaine prochaine vous verrez les déclinaisons avec les U7, les U5, il va falloir s'habituer à un UUU, on va en reparler bien évidemment. Mais du coup on va commencer sur le test de ce U9 qui vient tout juste de sortir aujourd'hui à 17 h. Quand vous voyez cette vidéo c'est censé être 17 h plus en tout cas. Et ben écoutez, il va avoir beaucoup de changements. Et là, il va avoir un virage du côté Intel, un virage du côté de l'efficience. Et je vais le comparer à son prédécesseur, le 14900. Et on va le comparer aussi à son concurrent direct dans sa tranche de prix et aussi de fonctionnalité, qui va être le AMD, le 9950. X, et de là forcément on va pouvoir se faire une idée, mais sachez que oui, il va y avoir beaucoup de changements. Et déjà on va commencer par la dénomination, on l'a dit, il va falloir vraiment s'y faire. Pour les nostalgiques un peu comme moi, et ben c'est la fin d'un monde, hein. C'est la fin des i qu'on a connus pendant des années et des années. Maintenant ça va être les Core Ultra U, donc on va être sur une base de U9. Donc j'ai le 285H, donc ça va être le seul U9 qu'on va voir sur cette catégorie. K, parce qu'il va être overclockable bien évidemment. Mais avant on va parler un petit peu de ce qui change, les gros axes. Donc le plus grand changement ça va être les threads bien entendu, mais on va commencer par les cores. Ces deux processeurs vont comporter exactement le même nombre de cores, c'est-à-dire 24. La grosse différence c'est qu'il y en a qui étaient multithreadés, donc le 14900 était multithreadé et celui-là du coup il ne sera pas multithreadé. C'est pour ça qu'on va chuter de 32 threads à 24 threads et vous allez vous rendre compte qu'il va avoir un impact. Donc l'hyperthreading disparaît et ça reste overclockable pour tous ceux qui auront la section K évidemment. Les Raptor Cove sont remplacés par des Lion Cove et les fameux Core Grassmon qu'on a connus, ça va être des Skymon. Et il va y avoir aussi beaucoup de changements auprès de la RAM. Vous allez pouvoir vous en rendre compte, c'est que là d'office ça va passer en 6400. J'ai pu faire passer du LXMP un petit peu jusqu'à du 8200, je n'avais pas au-dessus de 8200 et l'XMP est bien passé. Le max memory qu'on va pouvoir mettre de 192, on va passer à 256 Go. Donc pour ceux qui vont me dire que c'est pas un processeur pour faire du pro, il va falloir qu'ils m'expliquent pourquoi autant. On restera bien évidemment sur du dual channel. Par contre, la bande passante va augmenter de 89,6 gigabits seconde, on va passer à 102 gigabits seconde. Et là on va voir aussi une différence, ça va être sur le cachet 2 qui a passé de 32 à 40. Et là il y a quand même déjà un changement, c'est 8 supplémentaires, ce n'est pas rien. Bon, c'est pas le cache L1 bien évidemment qui est le plus important, mais le L2 restera aussi toujours beaucoup plus important que le L3 car il sera toujours plus près des corps. En soi, ça va être les plus gros changements, mais il va y avoir aussi des changements supplémentaires. Ça va être les NPU, donc des corps neuronales qui vont être additionnés donc à ce nouveau processeur. Et on va pouvoir bien évidemment le tester et le tester par rapport à la concurrence. Mais il va falloir noter un gros virage politique auprès de Intel. Ça va être la suppression du multi-training. Et ça, c'est pas rien. On en parlait déjà sur des canapés tech. J'ai pu vous expliquer exactement à quoi servait le multi-threading, car vous allez vous rendre compte que sur certaines applications, ça manque, surtout face à la concurrence, car le 9950X, c'est 16 cœurs, mais 32 threads. Là, on a 8 cœurs supplémentaires, on passe à 24 cœurs, mais par contre, on n'aura pas plus de threads que ces fameux 24. Et effectivement, vous allez pouvoir vous en rendre compte, sur certains applicatifs, ça va se ressentir. Bon, on va pas trop laisser planer de mystère ou quoi que ce soit, on va commencer tout de suite par les benchmarks et c'est maintenant. Notre sponsor aujourd'hui sera GVG Mall, un site internet qui va vous permettre d'avoir des prix préférentiels sur des clés de licence Windows. Pour ça, rien de plus simple, vous allez sur le moteur de recherche et vous tapez Windows 10 Pro. Alors oui, 10 Pro même si vous voulez un Windows 11 parce que vous verrez que la mise à niveau entre Windows 10 et Windows 11 est gratuite. Donc allez directement sur Windows 10 Pro. Arrivé sur cette page, je clique sur Acheter maintenant. Ensuite, j'arrive ici et je n'ai plus qu'à inscrire le code promo PAX, je valide et de là, le prix passe à 13 €. De là, je soumets la commande. Ensuite, je choisis mon mode de paiement et pour moi, personnellement, je choisis PayPal. Une fois le paiement effectué, je reviens sur cette page-là et comme vous voyez, je peux aller directement sur l'User Center. De là, je clique voir la clé secrète. Ensuite, obtenez la clé. Ma clé vient juste de s'afficher, je n'ai plus qu'à la sélectionner et la copier.
Ensuite, je vais dans les paramètres d'activation de Windows et je n'ai plus qu'à coller la clé et de valider. Et voilà, rien de plus simple. Par avance, je vous remercie car en achetant vos clés de Windows par GVG Mall et en mettant mon code promo PAX, vous m'aidez à soutenir la chaîne et pour ça, je vous remercie. Nous voilà, alors pour le protocole de test, je vais utiliser la nouvelle carte mère, l'Asus ROG Maximus Extreme en Z890 avec 32 Go de DDR5 à 6000 et non pas à 8000 car j'ai fait les tests entre les deux plateformes, que ce soit à 6000 ou 8000. Avec le cas de différence, finalement, il n'y a pas énormément de gap en nombre de points que j'ai réussi à obtenir. Donc pour avoir vraiment la même chose que j'ai eu avec AMD, je vais rester sur du 6000. Mais elle fonctionnera et elle tient aussi l'XMP sur du 8000, je tiens quand même à vous informer. En termes de carte graphique, j'aurai pour ces tests-là une 4070 Super. Alors on va commencer par Cinebench 2024 où j'ai pu avoir de très bons scores, vous allez pouvoir vous en rendre compte. Donc on va pouvoir maintenant comparer au 14900 et au 9950X. Donc le 14900 132 en monocore par rapport à 152 en monocore, ce qui va lui conférer plus 16% par rapport à l'ancienne génération. On parle bien de 16%, c'est plutôt même très bien. Et 12% par rapport au 9950X. Maintenant, lorsqu'on passe en multicore, 19% par rapport à l'ancienne génération. Donc de 2104 à 2507, ce qui est vraiment pas mal. Et 11% comparé au 9950X. Passons maintenant sur Geekbench avec un beau score qu'il a obtenu. Et il s'en sort encore une fois plutôt très bien. Donc on va commencer par le single core, donc en core seul. Vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même une bonne différence. Donc si on part sur l'ancienne génération, on a plus 10%. Comparé au 9950X, bah écoutez, c'est un peu plus serré, on est à 1%. Mais par contre, dès qu'on va passer en multicore, plus 20% comparé au 14900K et plus 13% comparé à 9050X. Alors pourquoi on a 13% d'un coup alors que tout à l'heure on était à 1% sur le 9950? C'est parce qu'on est en multicœur et forcément AMD sur ce processeur là n'a que 16 cores alors que le Intel, le U9 en a 24, ce qui va conférer forcément ce décalage sur le multicore. Passons maintenant sur Passmark, sur Performance Test. Donc c'est quelque chose qui fonctionne bien, ça va vous tester vraiment plein d'éléments sur votre processeur. Et là on peut avoir donc un score final de 69 370 points pour le U9, pour le Intel, comparé à 67 700, ce qui lui offre 2% supplémentaires. C'est pas dingue, on parle de 2%, mais c'est quand même 2% supplémentaires. Mais par contre, 18% supplémentaires comparé aux 14 900. Et là, déjà, ça fait déjà mal. Pour ceux qui hésitaient à changer de plateforme, s'ils avaient un 14 000, peut-être que ça peut convaincre ceux qui vont faire des applicatifs professionnels. En tout cas, pour tous ceux qui étaient déjà en 12 000, là, il y a un vrai gap à changer de plateforme, de passer du 12 000, donc en i9 12 000, en U9. Passons maintenant sur Crossmark. Alors sur Crossmark, vous connaissez aussi certainement un petit peu, c'est quelque chose qui est plutôt généraliste, ça va vous donner un petit peu les tendances sur plusieurs axes comme la productivité, la créativité, la réactivité. Et là, je le compare plutôt au 9950X parce qu'on s'aperçoit vraiment que maintenant, il est vraiment mis de côté le 14900, les écarts sont énormes. Par contre, il est déjà un peu plus tenu par la concurrence, c'est pour ça que je réduis entre l'AMD et le Intel, le U9. Donc on arrive à avoir plus 16% du côté Intel pour le côté global, plus 17% en production et plus 13% en créativité et plus 21% en réactivité. Passons maintenant sur un test de montage vidéo. Là je suis sur DaVinci mais j'ai eu sensiblement aussi la même chose sur Premiere. Donc le fichier utilisé c'est un fichier de 250 Go en ProRes en rendu en H264 en conversion MP4 4K. Et là, on s'aperçoit que Intel domine aussi encore une fois. J'ai 18 minutes 45 de temps de rendu par rapport à 20 minutes 47, soit presque 2 minutes. Donc, on est quasiment à 10% d'écart. Il n'y a qu'un monteur qui pourra vous confirmer que ce n'est pas du tout négligeable, surtout lorsqu'on fait ça toute la journée. Et là, Intel s'en sort vraiment bien. Et nous allons terminer par du Blender. Et là, je vais être très bref parce qu'il va y avoir une autre démonstration derrière. J'ai réussi à avoir des scores aussi supérieurs comparé au 14900 et comparé à l'AMD le 9950X. Mais vous allez voir, c'est pas vraiment une réalité, on va en parler un petit peu plus tard. Alors j'ai terminé par ce test de Blender, comme vous avez pu le voir, mais on va y revenir justement juste après. Avant, on peut vraiment voir qu'il y a une grosse rupture de performance auprès de Intel par rapport à l'ancienne génération, le 14900. Deux grosses ruptures déjà sur les performances, c'est quand même relativement bien plus performant et aussi ça consomme moins et ça chauffe moins. On a pu se rendre compte que par exemple lorsque je fais des Cinebench,
Avant, j'étais à plus de 100 degrés sur beaucoup de corps et finalement, ça faisait du throttling. Souvenez-vous, déjà, qu'est-ce que c'est que le throttling? C'est quand vos cœurs chauffent, donc ils vont lui baisser sa fréquence automatiquement et sa tension, et donc du coup, il va être moins performant et vous n'allez pas pouvoir profiter de 100% de votre processeur. Ça arrivait beaucoup dans beaucoup de situations lorsqu'on faisait de l'applicatif professionnel sur le 14900. Là, c'est pas le cas. Je n'ai eu à aucun moment du throttling, c'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est passé. J'ai jamais eu ce phénomène-là. Les températures sont restées toujours contrôlées. Le corps le plus haut que j'ai eu, c'est 94 degrés, jamais au-dessus. Alors, la bonne question, c'est se dire, oui, mais c'est quand même beaucoup plus que AMD. Effectivement, ça reste quand même plus qu'AMD. Sachant qu'en plus, AMD est multithreadé. Lorsque vous activez le multithreading, ça vous fait chauffer votre processeur. Par exemple, lorsque vous faites du jeu vidéo, par exemple, on peut vous recommander de enlever cette phase de multithreading parce qu'elle ne vous sert strictement à rien en jeu vidéo. Ça va être pour faire de l'applicatif. Et bien justement, AMD a le multithreading et finalement une enveloppe thermique quand même beaucoup plus basse. Malgré que cette génération est quand même meilleure, clairement, que le 14900, il reste quand même plus haut. Mais ça reste quand même admissible, on va pas faire de chichi là-dessus. Et pour tout ça, il n'y a pas de hasard finalement, c'est qu'on consomme beaucoup moins. J'ai jamais réussi à dépasser les 240 watts. C'est déjà pas mal, vous allez me dire. Mais avant, on allait quand même beaucoup plus haut dans des conditions de stress test. Et là, on est quand même maintenu à 240, c'est le grand pic. La moyenne que j'ai eu dans les stress tests, c'est quand même 220 watts, ce qui quand même enlève une moyenne de 80 watts. Et ces 80 watts de moins, forcément, font que votre CPU chauffe moins. Il y a eu un choix qu'ils ont fait. Ce n'est pas un choix du dernier moment, c'est au moment où on crée cette architecture. Quand ils ont créé l'architecture, dès le début, ils se sont certainement dit, j'étais pas là, mais ils se sont certainement dit, on va enlever le multithreading. Forcément, elle n'est pas sur place. Parce que sinon, il suffisait que de l'activer, le désactiver. Là, elle ne fait pas du tout partie de l'architecture. C'est-à-dire qu'au moment où ils ont dessiné cette architecture, ils ont clairement décidé de ne pas employer le multithreading. Et en n'employant pas ce multithreading, forcément, vous allez avoir moins de performance, légèrement, on va en reparler bientôt, mais aussi moins de chauffe. Ce qui va conférer finalement une enveloppe thermique beaucoup moins haute que son prédécesseur, le 14900. Sauf qu'on lui enlève quand même une belle option, l'hyperthreading. Souvenez-vous, on a terminé les derniers bench par du Blender, où il sortait gagnant, comparé au 9950X. Sauf que vous connaissez l'atelier, à chaque fois je vous le dis, toujours se méfier un petit peu de ces benches synthétiques, donc je suis passé à l'action en faisant un vrai test comme d'habitude et c'est maintenant. Donc on va faire un vrai test effectivement et on va prendre la dernière version obligatoirement de Blender pour être à jour sur les deux versions, le même fichier, tout identique et là vous voyez en mode accéléré et on va voir combien de temps ça prend. Donc on a 7 minutes 19 d'un côté contre 7 minutes 32. Alors ça n'a pas l'air énorme en soi, c'est que 13 secondes d'écart, mais on rappelle que c'est pour une image, une frame. Donc si vous voulez faire un rendu par exemple de 1 seconde, il va falloir au minimum 24 images. Donc si vous voulez faire du 24 images par seconde, il va falloir multiplier ça par 24 pour avoir 1 seconde de rendu, donc ça fera 312 secondes. Si maintenant je dois en plus le multiplier, si je veux quelque chose qui va faire du 12 ou 13 ou 14 minutes ou même 5 minutes, multiplier les 312 secondes par le nombre de minutes désirées. Et là, ça commence à faire beaucoup, effectivement. C'est marrant, on fait un bench, il sort gagnant, et au moment où on va faire le test pour de vrai, c'est-à-dire en conditions réelles, il ne sort plus aussi gagnant. D'ailleurs, il sert même en dessous. Alors, c'est quelques secondes, certes, mais sur le bench, il était au-dessus. Et là, non. Et là, effectivement, la seule hypothèse que je peux vous donner aujourd'hui, elle ne tient qu'à moi, mais franchement, j'y crois dur comme fer. Des logiciels comme Blender ou comme Cinema 4D ou ce genre de logiciels savent très bien gérer le multithreading. Vraiment. Et là, du coup, il ne l'a plus. Donc, un processeur qui avec même des corps un peu moins performants comme le 9950X, qui lui est multithreadé, des logiciels comme Blender va prendre plus son pied. En sachant qu'il n'a que 16 corps le AMD et que celui-ci en a 24. Mais lorsqu'on fait vraiment ce type de test en conditions réelles, l'AMD passera devant parce que ce type de logiciel sait employer le multithreading. Et lui, il ne l'a plus. Voilà. Et ça, c'est un choix typiquement de Intel.
Aujourd'hui, on se rend compte que AMD quand même domine sur les températures de son processeur. Intel, s'il avait rajouté ce multitraining, effectivement, il aurait plus eu ses 80 watts de moins et effectivement, son enveloppe thermique serait pas la même. Et aujourd'hui, vous connaissez la tendance qui est mondiale, l'efficience, c'est-à-dire avoir un maximum de pouvoir de calcul et dépenser le minimum énergétiquement. Et là, c'est ce qui se passe. Donc, il faut aussi reconnaître une chose, c'est que ils ont cette nouvelle architecture avec exactement le même nombre de corps que le 14900 et pourtant on est beaucoup plus performant et on consomme 80 watts de moins. Donc il y a deux écoles bien évidemment. Et là ce que moi je remarque c'est qu'aujourd'hui Intel, s'ils avaient rajouté donc le multithreading, ils n'auraient pas eu cette efficience là. Et comme tout le monde se dirige vers cette efficience là, voilà. Moi je vais vous dire ce que je pense. Je trouve ça totalement dommage. Pourquoi ? Car ce type de processeur, pour moi, c'est pas du tout pour faire du gaming, on va en parler tout à l'heure, mais c'est pour faire de l'applicatif. Alors, on a eu un gros discours avec Jig sur un canapé tech il y a très peu de temps, où j'ai eu beaucoup de commentaires qui me disaient « Mes packs pour les professionnels, soit ça va être de chez AMD du Threadripper, ou soit ça va être du Xeon, jamais ils vont acheter un i9. » Mais pas du tout, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses, c'est plutôt ce qu'il faut comparer, c'est pas ça, ce qu'il faut comparer c'est de quel professionnel on parle. Je vais vous donner un exemple, quand vous voyez passer un Smirmork, c'est un camion professionnel, il faut un permis professionnel pour le conduire. Maintenant quand vous voyez passer un Trafic, bon, c'est quand même une camionnette, vous n'allez pas vous trimballer avec ça le week-end, ça reste une camionnette professionnelle. Pourtant, bizarrement, vous pouvez le conduire avec votre permis B, avec un permis tout à fait classique. Vous avez accès avec un permis classique à une gamme professionnelle. Et c'est ce qui se passe. Il ne va pas falloir penser « Oh, c'est que pour du Xenon, ce genre de choses ». Pas du tout. Ça va dépendre de ce que vous faites. Lorsque vous êtes créateur de contenu, vous êtes professionnel. Pourquoi passer sur du Xeon ? Qu'est-ce que va apporter un processeur aussi professionnel que du Xeon ou du Threadripper? Je vais vous le dire, qu'est-ce que ça va vous apporter. Ça va vous apporter des lignes PCI en plus, d'autres choses bien entendu, mais surtout les lignes PCI, et ça va vous apporter aussi le Quad Channel. Voilà ce que ça va vous apporter. Des lignes PCI en plus, c'est pour quoi faire? C'est pour mettre plein de choses en dessous, plein de cartes graphiques, plein de cumuls, plein de cartes son, ce genre de choses. Mais lorsque par exemple vous êtes encore professionnel, vous êtes monteur vidéo, vous êtes professionnel quand vous êtes monteur vidéo. Pourquoi payer un Xenon ou un Threadripper à des prix de folie juste parce que vous allez mettre une carte graphique en dessous? À quoi elle va vous servir? À quoi va vous servir toutes ces lignes-là de PCI? Vous les aurez payées, ils ne vous serviront à rien. Si par exemple vous rajoutez même encore une carte son, ça passe. Si vous rajoutez encore une carte d'acquisition, ça passe toujours. J'ai travaillé beaucoup de temps en cabinet d'architecture. Tous les cabinets d'architecture avec lesquels je travaillais ou qui étaient parallèles, celui que je travaillais, c'est soit ils étaient en i9 ou soit ils travaillaient sur Mac. Voilà, c'était une base, c'était la base. Vous allez me dire que Mac, c'est quoi? C'est l'équivalent d'un Xeon, d'un Threadripper. Pourquoi beaucoup de professionnels s'orientent vers Mac? Ce ne sont pas des professionnels, ce sont deux professionnels. Il faut juste distinguer une chose, lorsqu'on s'appelle Pixar. Je vais vous donner même un exemple. J'ai travaillé à Levallois-Perret pour un cabinet donc, de design, de retouche de vidéo. C'était le cabinet français qui avait travaillé sur le film 300 pour refaire tous les muscles, images frame par frame. Et ces personnes-là, ils travaillaient déjà avec des processeurs de cette gamme-là. Et pour faire le rendu final, c'est-à-dire qu'ils travaillaient sur ce poste de travail, ils travaillaient avec ces gammes-là. Et pour faire le rendu final, ils prenaient le dossier et ils allaient le mettre sur la grosse machine qui, elle, était en Xenon à l'époque pour pouvoir l'encoder. Là, oui. Mais dire que ces gammes-là ne servent pas aux professionnels, écoutez, vous pouvez croire ce que vous voulez. Je sais que ça fait énormément de débats. C'est pour ça que je mets une petite aparté sur l'appartenance de cette gamme-là. C'est pas un processeur pour faire du gaming, c'est pas un processeur pour surfer sur internet, c'est pas un processeur pour faire de l'Excel. Réfléchissons, 256 Go de RAM. Vous vous rendez compte un petit peu la puissance de calcul que ça dégage? C'est pour quoi faire? Si c'est pas pour faire du Blender, si c'est pas pour faire du montage vidéo, si c'est pas pour faire du son, à quoi ça sert? Ça ne peut servir qu'à ça. Mais ça restera l'avis de l'atelier et je sais que je ne convaincrai pas tout le monde, mais pensez bien à ces gros camions qu'il faut un permis spécial pour le conduire, alors que la petite camionnette, c'est marrant, ça reste quand même du pro, mais un permis B, ça suffira. Et quand on me dit, ouais mais ça c'est du grand public, effectivement c'est du grand public, mais c'est pas pour tout le grand public. Ça va certainement pas être pour faire de l'Excel, ça va être vraiment pour faire déjà de l'applicatif constant et déjà lourd, parce que Blender, mine de rien, ou Cinema 4D, ça consomme
pas mal. Voilà, petit aparté. Parlons maintenant un petit peu de ces NPU, ces corps neuronaux dédiés à l'IA. J'ai fait un petit bench et j'étais un petit peu surpris. Je vais quand même vous montrer ça, c'est maintenant. Un petit bench avec Geekbench en AI, et là on a des résultats un petit peu perturbants, donc il va falloir les prendre avec des pincettes bien évidemment. On s'aperçoit qu'en single, que ce soit les deux pour le NPU, j'ai plus de points du côté de chez AMD avec 29 033 contre 26 320, donc ça nous donne moins 9 du côté U9 et moins 12 pour le Alpha du côté toujours U9, donc le AMD serait plus performant. Par contre sur la partie QuantiZ, on se rend compte qu'on serait plus 33% plus performant du côté de l'i9. Donc là, il faut vraiment prendre ça avec des pincettes. Comme je vous dis, je n'aurais pas du tout parié sur ces résultats-là. On va un petit peu débriefer après. Je sais pas si c'est moi qui ai merdé quelque part, c'est-à-dire que j'ai réussi quand même à avoir des constantes partout supérieures. Il a des corps qui est vraiment dédié à ça. Pourtant, sur les benches que j'ai fait en me faisant du Geekbench IA, AI, qui est vraiment exprès dans toutes les conditions que j'ai fait, quand je mesurais pas le CPU mais le NPU, c'est l'AMD qui est sorti premier. Alors, je vous dirai bien entendu, parce qu'il y a certainement des mises à jour, le processeur vient tout juste de sortir. Il y a aussi des relations avec les BIOS. On a des BIOS qui sont un peu des BIOS d'essai qu'on a aujourd'hui. Ce n'est pas des BIOS qui sont définis. Il se peut que cette valeur risque de changer très prochainement. Bon, Pax, vous allez me dire, mais les jeux, on veut voir un peu de jeu. Comme je vous l'avais déjà dit la dernière fois, je vais vous faire un essai de 3D Mark pour pouvoir calculer le CPU, la puissance de CPU de calcul par rapport au 14900 et comparé au 9950X. Pour le jeu vidéo, mais ça s'arrêtera là. Quand même, je pense qu'il est bien d'avancer un petit peu ces chiffres-là pour que vous ayez quand même une tendance. Mais comme je vous le dis, et je vous l'expliquerai après, ce jeu-là, ce processeur-là n'est pas fait pour ça et c'est maintenant. Nous voilà maintenant sur 3D Mark, donc vraiment sur le test de CPU pour le jeu vidéo. Et on s'aperçoit qu'il domine vraiment sur quasiment tout. Voilà, si on prend le Max Thread 18714, donc largement au-dessus des 16 358 du côté de AMD et des 15 736 du côté de chez Intel, il n'y a qu'en mode 16 threads où il va avoir une dominance de chez AMD de 1600 points quasiment, on peut le dire. Sinon pour le reste, la dominance va être du côté de chez Intel. Il domine encore une fois. Là, on le voit bien. Pourquoi je vous disais que pourquoi ce processeur n'est pas fait pour ça? Réfléchissons un petit peu. Les hautes fréquences et ce type de processeur va avoir vraiment un décalage visuel si vous voulez vraiment voir quelque chose en 1080p. Je vais jouer en 1080p et m'acheter un processeur à ce prix-là, un U9, je trouve ça mais complètement ahurissant. Plus vous allez monter en gamme 1440p ou 4K, ce n'est plus le processeur qui va galérer, ça va être tout simplement la carte graphique. Je vous explique. Si une carte graphique doit faire de la 4K, si par exemple vous savez bien que par exemple une carte graphique est capable de vous sortir par exemple en 4K 60 images par seconde, mais par contre en 1080 jusqu'à 200 par exemple, parce que c'est beaucoup plus facile. Donc de faire de la 1080p est beaucoup plus difficile de faire de la 4K. Donc votre carte graphique va galérer à sortir de la 4K. Mais du coup, lui, qu'est-ce qu'il a à gérer si je lui fais de la 4K? Bah plus que 60 images par seconde à la place de 240 images par seconde s'il était en 1440p. Donc je résume, je vais prendre un processeur qui va coûter une blinde pour faire juste 60 images par seconde en 4K, ou je vais prendre un processeur qui va coûter une blinde pour faire de la 1080p. C'est en contresens total. C'est l'avis de la chaîne, bien évidemment, mais je ferai quand même quelque chose. Je n'ai pas eu le temps de overclocker ce processeur parce que les délais étaient trop serrés. Si vous voulez que j'overclock ce processeur, parce que ça m'intéresse aussi, je vais le faire de toute façon. Dites-le moi en commentaire, c'est surtout si vous voulez une vidéo dédiée sur ça, et puis cette fois-ci en mode overclocking, savoir jusqu'à où je peux le pousser, et si vous voulez une rallonge de jeux vidéo. Vous me le dites en commentaire, bien entendu, je vous ferai ça. Mais Pax, du coup, tu en penses quoi de ce processeur? C'est un très bon processeur, c'est une bonne suite qui va consommer moins, qui va moins chauffer. Ça reste quand même l'une des plus grosses problématiques qu'on avait sur cette 14e génération, même si on avait un i7, c'était de pouvoir concentrer cette enveloppe thermique, de pouvoir atténuer cette enveloppe thermique avec des moyens de refroidissement qui ne nous coûtaient pas 300 €. C'était surtout ça la problématique. Là, ça sera quand même moindre. Donc sur ce virage-là, c'est très intéressant. Sur le virage NPU, c'est encore tout frais. Je veux avoir plus d'applications qui va pouvoir me tester ça, des applications que tout le monde utilise. Mais sachez que je pense que dans les prochains mois, je ferai une vidéo dédiée justement sur ces corps-là. Mais c'est bien qu'ils soient déjà là, parce qu'ils sont prêts et on sait très bien qu'avec les futurs Windows, les futures applications, on en aura besoin, c'est certain. Et ils sont déjà là. Ça, c'est quand même très positif.
En termes de consommation, forcément, c'est beaucoup plus efficient. Il y a eu un gros virage qui a été fait, politique, le fait d'avoir, comme je l'ai dit, enlevé le multitrading. Je ne suis pas forcément pour, je vous le dis, mais en tout cas, ça fonctionne bien. Parce qu'on se rend compte que sans le multitrading, ce processeur-là met une petite claque bien mise quand même au 14900, la génération précédente qui, elle, était multitradée. La bonne question, c'est de se dire, mais pas si ce processeur était multitradé. Ah si ce processeur était multitradé, je pense qu'il aurait encore plus dérouillé. Je vous le dis tout de suite, surtout dans de l'applicatif pro comme Blender, on a pu s'en rendre compte. Mais par contre, sachez qu'encore une fois, son enveloppe thermique aurait été très difficile à tenir, tout simplement. Donc en tout cas, je suis assez enthousiaste par ce processeur-là parce qu'il fonctionne bien. Là, cette fois-ci, je suis content parce que souvenez-vous, j'ai fait un test du 9950X il y a un mois et demi qui était au-dessus des 14900, mais comme je disais en fin de vidéo, ouais, mais attendez, il y a un processeur, le 14900, il va sur ses 1 an de vie, alors que l'autre, il venait de sortir. Donc là, c'était trop loin, en fait. Et là, maintenant, on a 2 gammes de processeurs qui viennent de sortir, à 1 mois, 2 mois d'intervalle, et on peut se rendre compte qu'il est quand même beaucoup plus vaillant, sur beaucoup plus de situations, que ce 9950X. Par contre, il consommera plus, par contre, il chauffera plus, mais il dérouille quand même beaucoup plus, on s'en rend compte. Moi, demain, je suis professionnel, comme je vous le dis, attention de professionnel. Si demain je suis monteur vidéo, si je vais être infographiste, si je vais être dans l'architecture, que je dois faire des rendus aussi, parce qu'architecture et architecture, c'est de ne pas faire que de l'AutoCAD, l'architecture. Donc si je vais être dans ces gammes de métiers, et bien d'autres bien évidemment, ou des libéraux chez eux, je m'orienterai sur l'Intel aujourd'hui, bien évidemment, parce que c'est le plus performant et en termes de prix, ça va être comme ça. Alors, on va parler de prix maintenant. Je ne l'ai qu'en dollars, vous l'aurez vraiment vous au moment de la sortie, il suffit maintenant de voir. Moi, je ne l'ai pas, je sais qu'il va être plus ou moins aux alentours de 630-650 $. Donc, il va falloir avoir avec la conversion, mais on sera toujours au prix finalement d'un i9 au moment où il est sorti. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pourquoi ? Regardez bien un petit peu l'augmentation des cartes mères, l'augmentation des cartes graphiques, l'augmentation de manière générale autour de l'hardware. C'est quand même contenu auprès des processeurs. Donc ça, c'est bien, et pourtant, c'est une architecture toute nouvelle. C'est-à-dire que ce n'est pas un amortissement d'architecture comme on a eu pour la 12e, la 13e et la 14e. On est sur une architecture nouvelle et les prix sont relativement maintenus. Donc ça, c'est quand même bien du côté de Intel. Est-ce qu'ils ont eu le choix ? Peut-être pas finalement, parce qu'il faut aussi se dire qu'en face, il y a AMD qui a des très bons produits aussi. Donc voilà. Mais en tout cas, ça tient le jeu. Donc je suis assez positif. Le processeur est très bon pour tous ceux qui veulent se l'acquérir. Je peux vous encourager, surtout que maintenant, il n'est plus si difficile que ça à refroidir. Prochaine vidéo, on va pouvoir vous essayer soit les U7, soit les U5. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si aujourd'hui j'ai assez de commentaires par lequel vous voulez que je commence. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pu répondre à toutes vos questions. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. A plus!